Tout a commencé pendant une fête d'anniversaire. Yuta, 12 ans, venait de souffler ses bougies, le sourire aux lèvres, quand ses parents lui ont offert un cadeau vraiment incroyable, un iPhone tout neuf. Trop cool. Alors forcément, à ce moment-là, Yuta était trop content et il n'a pas perdu une seule seconde pour l'utiliser. Il l'a allumé direct et s'est mis à se filmer avec, histoire d'immortaliser le moment, mais c'est à ce moment-là que tout a basculé pour lui. Alors que Yuta venait à peine d'appuyer sur le bouton enregistré de la caméra, sa mère l'a appelé doucement et s'est mise à lui parler. Yuta, écoute-moi. À ce moment-là, elle lui a expliqué en fait d'être atteinte d'une maladie mortelle et vouloir qu'il la filme chaque jour jusqu'à son dernier via son nouveau téléphone, sachant que son temps était compté. Elle lui a dit que comme ça, même une fois parti, il pourrait l'écouter et la voir à travers toutes ces vidéos qu'il aurait prises d'elle. Alors bien que l'idée puisse potentiellement passer dans un autre contexte, faut pas oublier que le pauvre Yuta, déjà, il a que 12 ans à ce moment-là, et en plus, c'est son anniversaire. Franchement, je trouve ça super glauque de lui demander ça à ce moment précis, surtout qu'il comprend très bien que la seule vraie raison pour laquelle il a reçu ce téléphone, c'est pour filmer sa mère, quoi. C'est pas ouf. Enfin bref. Finalement, même s'il en avait pas vraiment envie, Yuta a fini par dire oui à sa mère, par accepter, se sentant un petit peu forcé. Et pour vous la faire en bref, à partir de ce jour-là, il s'est mis à la filmer, sa mère, absolument partout. À l'aquarium, en train de cuisiner, lors de ses visites à l'hôpital, enfin, tout le temps. Et puis les jours ont passé, et puis les semaines. Et comme c'était à prévoir, l'état de la mère de Yuta a empiré jusqu'au dernier jour. Et ce jour-là, le père de Yuta est venu le chercher, lui disant de se préparer pour aller dire au revoir à sa mère à l'hôpital. Alors Yuta l'a suivi sans rien dire, mais une fois arrivé devant l'hôpital, Yuta il a juste complètement paniqué. En fait, il s'est enfui en courant sans même se retourner, comme si ses émotions le submergeaient complètement. Et finalement, malheureusement, Yuta, il a jamais vraiment eu la force de revenir sur ses pas et donc de dire adieu à sa mère. Elle est partie en portant avec elle cet au revoir qu'il n'avait pas pu lui offrir, laissant un vide qui porterait sûrement avec lui pour toujours. Après la mort de sa mère, Yuta s'est retrouvée complètement seule. Seule avec des heures et des heures de vidéos qu'il avait enregistrées d'elle, sans vraiment savoir quoi en faire. Faut dire que ces derniers mois et ces dernières années, en fait, il avait passé tout son temps à la filmer et maintenant il se retrouvait sans repère, sans but et incapable de mener une vie de lycéen comme les autres. Plongé dans la dépression et ne sachant plus trop comment occuper ses journées, il décida alors de transformer ses vidéos en un film, une sorte d'hommage à sa mère, et c'est ce qu'il a fait. Et puis une fois son film terminé, il a décidé, sans trop savoir pourquoi, d'ajouter à la fin de son montage une scène fictive. Une scène où on voit fuir de l'hôpital en courant, ce qui est vraiment arrivé, mais ça juste avant que le bâtiment n'explose, ce qui, pour le coup, n'est jamais arrivé. Pour lui, c'était tout simplement une manière de symboliser le sentiment si fort qu'il avait pu ressentir à ce moment-là, ce besoin presque irréfléchi de s'échapper de là, de fuir. Enfin bref, quoi qu'il en soit, cette même année, Yuta a décidé de partager ce film qu'il avait mis tant de temps à faire au festival de son lycée. Ce film qui, à ce moment-là, était devenu sa vie, tout son univers, sa raison de vivre. Et malheureusement, une fois projeté, les réactions, elles ont été très loin de ce qu'il espérait. Et pour vous la faire courte, les élèves, même les professeurs d'ailleurs, ont été super choqués. Ils ont trouvé le film, dans son intégralité, assez déplacé, irrespectueux, et surtout cette scène finale, cette scène de l'explosion de l'hôpital qui leur semblait vraiment de trop. Faire un film de sa mère mourante et le montrer à toute l'école, non, c'est pas passé du tout. Et ces critiques, vous l'imaginez bien, Yuta, il les a prises en plein cœur. Elles l'ont brisé à tel point qu'il n'a pas vu d'autre issue que de mettre fin à ses jours. Alors, quelques jours après la projection de son film, sans trop savoir pourquoi, il a enregistré une vidéo d'adieu et il s'est dirigé vers le toit de l'hôpital où sa mère était morte et décida de sauter. Mais ce qu'il ignorait, c'est qu'au même moment, une rencontre assez inattendue allait tout changer.
Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'une fois arrivé sur le toit de l'hôpital, prêt à sauter, Yuta a été stoppée net par une jeune fille qui est finalement un peu apparue de nulle part, comme un ange tombé du ciel. Elle s'est présentée à lui sous le nom d'Eri et lui a simplement demandé de ne pas sauter. Et puis, avant qu'il ne puisse réagir, elle l'a attrapé rapidement par le bras et elle l'a entraîné avec elle sans vraiment lui laisser le choix. Ils ont ainsi marché à travers les rues silencieuses sans échanger un seul mot et puis Eri l'a conduit jusqu'à un immeuble abandonné. Là, dans une pièce sombre et poussiéreuse, Yuta est tombée sur un vieux projecteur et un canapé complètement défraîchi, comme sorti d'un autre temps, qui avait été installé par Eri au préalable dans cette pièce. Les deux lycéens ils se sont assis sur ce canapé et Eri, sans rien dire, toujours, a allumé un projecteur. Un film s'est alors lancé, se projetant sur ce mur complètement poussiéreux devant les yeux intrigués de Yuta, qui regardait ce film jusqu'au bout sans rien dire, comprenant absolument pas ce qu'il foutait là, qui était cette fille, pourquoi elle lui montrait ça, voilà. Et alors que le générique de fin s'est terminé, Eri s'est tournée vers lui et avec un grand sourire, elle lui a dit quelque chose qu'il n'avait pas entendu depuis très longtemps, qu'elle avait adoré son film. Alors contrairement à tous leurs autres camarades, elle l'avait trouvé très puissant, unique et profondément sincère surtout. Puis, dans un élan de confiance, elle lui a demandé de réaliser un autre film, encore plus grand, encore mieux, pour le festival de l'année suivante de leur lycée. Et à cet instant précis, Yuta, il a comme senti quelque chose changer en lui. Cette lueur, qu'il pensait avoir perdue était revenue. Alors il accepta sa proposition à Eri sans même trop savoir pourquoi, se disant que cette fois-ci, il ne filmerait plus sa mère, mais elle, Eri. Et puis à partir de ce jour-là, ils se mirent à passer énormément de temps ensemble. Eri devint la muse de Yuta, mais aussi son guide. Elle l'aida à affiner son regard et à perfectionner son art, en tout cas la façon dont il s'est mis à filmer. Elle lui a montré plein de films qu'il n'aurait jamais regardés tout seul. Elle lui partagea ses idées et sa vision et l'emmena absolument partout avec elle. Au parc, au cinéma, à la mer. Et chaque endroit devint un décor pour Yuta qui filmait absolument tout. Les rires d'Eri, ses silences, la lumière du soleil sur son visage. Et pour la première fois depuis très longtemps, lui, il n'était pas tout seul. Et ses films semblaient avoir une âme. Mais tragiquement, un jour, tout bascula alors qu'ils étaient à la mer. Eri s'effondra soudainement sous les yeux d'Yuta et paniqué, il l'accompagna à l'hôpital et c'est là qu'elle lui révéla une vérité qu'il n'était pas prêt à entendre. Elle aussi était atteinte d'une maladie mortelle comme sa mère. D'une voix douce, Eri lui avoua alors que depuis le départ, elle avait voulu qu'il la filme pour une raison bien précise, pour que comme ça, comme sa mère, elle puisse continuer à exister à travers les images. C'est pour cette raison qu'elle avait autant apprécié son film c'est parce qu'elle s'était complètement vue en sa mère. Mais Yuta, lui, face à cette révélation, complètement bouleversé, c'était pas possible d'accepter. Il a refusé catégoriquement ce que Eri lui avait demandé et incapable de faire face à ces révélations, il s'enfuit sans un mot. Comme c'était à prévoir, après cet événement, Yuta s'est complètement effondré, il a arrêté de se rendre au lycée, s'isolant dans sa chambre, comme pour échapper à la réalité. Les jours passaient, mais lui restait figé, complètement perdu dans ses pensées, hanté par les mots d'Eri et par son propre silence. Lui qui avait enfin trouvé une nouvelle raison de vivre, cela faisait arracher une nouvelle fois, lui enlevant à nouveau l'envie de vivre. Puis un jour, sentant son fils au bord du gouffre, le père de Yuta allait le voir dans sa chambre et il décida de lui montrer les dernières images, les dernières vidéos de sa mère pour lui faire un électrochoc et le faire bouger de son lit. Ces dernières images, en réalité, Yuta ne les avait jamais vues, vu qu'il avait pris la fuite devant l'hôpital. Alors c'est son père qui les avait prises et qui lui avait cachées jusque-là, et c'est pas pour rien. Yuta visionna alors les images et ce qu'il entendit le bouleversa complètement. Sa mère, dans ses vidéos, prononçait des mots extrêmement durs, se rendant compte que son fils n'était pas venu lui dire au revoir. Jusqu'au bout, ce gamin n'aurait été qu'un bon à rien. Ces paroles réveillèrent en Yuta tout un tas de souvenirs douloureux qu'il avait enfouis au plus profond de lui et qu'il avait décidé d'oublier. Il revit toutes ces fois où sa mère l'avait critiqué. « Mais qu'est-ce que tu fais ? Dépêche-toi de me filmer ! Tu cherches à m'enlaidir, c'est ça ? Pourquoi tu fais jamais comme je te demande ?» Et c'est là que Yuta comprit.
Sa mère avait en fait toujours été égoïste, centrée sur elle-même. Pourtant, dans son film, il avait choisi de montrer que les bons moments effaçant le reste. Il avait inconsciemment transformé ses souvenirs, leur offrant une beauté qu'il n'avait jamais eue, lui donnant une belle image auprès de tous ceux qui verraient son film malgré leur mauvais retour. C'est après avoir vu ses souvenirs que son père, brisant le silence, s'adressa à lui et lui dit « T'as un don, Yuta. Le don de façonner les souvenirs, de révéler quelque chose de plus grand. Retourne voir Eri, s'il te plaît, elle mérite d'être dans ton prochain film. » En fait, son père ne voulait pas que Yuta replonge et risque encore de ne pas pouvoir dire au revoir à quelqu'un d'autre. Et ces mots, Yuta les prit très à cœur et décida de continuer à filmer Eri, mais différemment cette fois-ci, réellement. Il se mit à capturer chaque instant comme il l'était réellement, sans les modifier et sans faire paraître Eri le mieux possible. Leur visite à l'aquarium, leurs conversations au café, leur trajet dans le métro, leurs moments au temple, à la maison et même à l'hôpital. Pour la première fois, Yuta prit plaisir à les filmer. Chaque plan avait une signification, une vie propre, c'était plus une obligation pour lui. À travers cette caméra, une relation unique s'épanouit entre eux. Pas de romantisme, pas d'amour au sens classique, mais une connexion profonde, presque sacrée, née de cette envie d'immortaliser le moment. Et finalement, au bout de plusieurs mois, le jour tant redouté arriva. Eri perdit la vie, mais cette fois, Yuta n'était pas paralysé par le chagrin. Parce que, fidèle à sa promesse, il acheva leur film et le présenta au festival de son lycée de l'année suivante. Et cette fois-ci, dès les premières images, la salle fut complètement plongée dans le silence profond, un silence presque sacré. Les spectateurs, les camarades de classe de Eri et Yuta, ils étaient complètement captivés. À la fin, certains avaient même les larmes aux yeux. Des murmures de gratitude et d'émotion emplirent la salle. Parmi eux, la meilleure amie d'Eri qui s'approcha de Yuta, les yeux tout rouges, pleins de larmes, qui lui dit « Merci Yuta, ce film est le plus beau souvenir qu'on pouvait garder d'elle. » À cet instant, Yuta comprit qu'il avait enfin réussi. Ce film, c'était pas seulement un adieu. Il avait réussi à capturer la vie d'Eri dans son intégralité, dans sa fragilité, sa force et sa beauté. Et dans cet élan, Yuta y trouva quelque chose qu'il pensait perdu à jamais, le désir de vivre. Et avec ce désir, le courage de continuer à faire des films pour lui, pour Eri et pour tous ceux qui auraient des histoires à raconter. Des années plus tard, Yuta, désormais vieux, réapparut. On apprit qu'après le festival où il avait partagé son film, il avait abandonné l'école, mais contre toute attente, il avait quand même réussi à entrer à l'université. Il s'était marié, il avait même eu un enfant, mais ce jusqu'à ce qu'un accident tragique détruise tout. Alors brisé, vidé de toute envie de continuer, Yuta avait décidé de sauter la vie, une bonne fois pour toutes cette fois-ci, et fit un dernier voyage dans cet immeuble abandonné où il avait partagé tant de souvenirs avec Eri, dans le but d'en finir là-bas. Une manière finalement de boucler la boucle, si on peut dire. Mais là, dans cette pièce, il fit une découverte incroyable. Eri était toujours vivante. Elle lui révéla un secret qu'il n'aurait jamais imaginé, celle qu'en réalité elle était immortelle depuis le début et que tous les 200 ans son esprit saturerait, mourrait, perdant tous ses souvenirs, mais que son corps resterait intact, celui éternel. Alors, d'après elle, encore une fois, grâce au film qu'ils auraient réalisé ensemble, elle aurait pu redécouvrir qui elle était, retrouver cette partie d'elle-même qu'elle avait oubliée et revenir dans cet endroit. Pourtant, après lui avoir dit tout ça, Eri a aussi ajouté que le temps était venu pour elle de tourner la page. Elle demanda alors à Yuta de partir de cette pièce, de ne plus jamais revenir dans cet endroit et de disparaître en gros. Alors Yuta, sur le coup, déchiré, dans l'incompréhension, hésita. Il jeta un dernier regard à cette pièce chargée de souvenirs et d'histoires, et également à Eri. Et puis il quitta la pièce, puis l'immeuble, et finalement, derrière lui, une explosion soudaine déchira l'air, réduisant l'immeuble en poussière encore une fois. Et alors, si vous comprenez absolument rien à ce que je viens de vous raconter, c'est parfaitement normal. C'est à cet instant que l'histoire prend une tournure hyper troublante, plongeant le lecteur dans l'incompréhension la plus totale. Alors, qu'est-ce que c'était que cette explosion qui ressemblait comme 2 gouttes d'eau à celle de son premier film ? Est-ce que c'était vraiment la réalité ? Est-ce que Eri était vivante tout ce temps, immortelle ? Ou bien est-ce que cette scène, peut-être même toute l'histoire que je vous raconte depuis le début, n'était-il qu'un seul film réalisé par Yuta depuis le début ?
Le film de la mer, celui d'Eri, et même cette rencontre finale n'était-il finalement qu'un grand récit fictif, une illusion créée par Yuta dans le but de réécrire son histoire? Est-ce que Eri était une fiction depuis le début? Est-ce qu'elle existe même? Le Yuta plus âgé, est-ce qu'il est réel? Est-ce que c'est une mise en scène? Après tout, il aurait très bien pu faire jouer son père dans le rôle de lui-même plus vieux dans le cadre de son film. En réalité, rien n'est clair dans cette fin, ni pour vous, ni pour moi. Tout est flou et en fait, c'est complètement voulu. Parce que tout réside dans cette ambiguïté. On ne sait pas ce qui est vrai, on ne sait pas ce qui est faux, on ne sait pas ce qui est un film de Yuta. Est-ce que c'est tout? Est-ce que c'est un bout? Peut-être que tout n'est qu'un immense récit monté par Yuta, coupé, recomposé avec des extraits qu'il avait envie de nous montrer, un peu comme il l'a fait avec le film de sa mère. Et finalement, on réalise à ce moment-là que tout n'est vu uniquement que du point de vue de Yuta depuis le début. Ses choix, ses souvenirs, ses émotions, tout ce qui façonne son histoire. Mais si on avait vu ça du point de vue de sa mère, de celui d'Eri, ou peut-être même de son père, peut-être que notre perception de toute cette histoire aurait été complètement différente. Oui, sa mère a été égoïste en demandant à son fils de la filmer, mais faut pas oublier qu'elle était au bord de la mort. Ses mauvaises actions, aussi cruelles qu'elles puissent être, elles font pas forcément d'elle une mauvaise personne dans son intégralité. Souvent, c'est ce que je dis. Oui, tu peux aimer une personne et pas forcément aimer ses actions. Sa mère, elle vivait une souffrance qui était absolument horrible et peut-être que cette demande de se faire filmer, c'était un peu sa manière de s'accrocher à la vie ou de pas complètement disparaître. Eri, en fait, c'est un petit peu pareil. Même si on la voit plus gentille que la mère parce qu'elle a sauvé Yuta, parce qu'elle a aidé à ne pas sauter la vie quand il était sur le toit de l'hôpital, au final, elle a pensé, elle aussi, qu'à son propre intérêt en demandant à Yuta de la filmer pour immortaliser sa vie. Ce choix, aussi beau qu'il puisse être dans son intention de la part d'Eri, au final, il a fini par lui aussi briser Yuta, le laissant seul avec un poids qu'il ne pouvait pas porter, en fait. Et quant à son père, faut pas oublier qu'il a perdu sa femme, qu'il a dû affronter toute cette douleur en continuant à élever Yuta. On pourrait presque lui reprocher de ne pas s'être interposé pour protéger son fils des demandes absolument excessives de sa femme. Mais lui aussi, en fait, il était complètement dépassé par les événements. Alors, est-ce qu'on peut vraiment lui en vouloir? Finalement, il n'y a pas de personnage qui est vraiment bon ou mauvais. C'est un peu comme dans toutes les histoires. On adopte toujours le point de vue de celui qui la raconte. Et là, c'est Yuta. Il nous livre dans son histoire avec ses perceptions, sa douleur, ses choix. Et ça ne veut pas dire qu'il détient la seule vérité. Il n'y a jamais une vérité dans une histoire, seulement des points de vue différents. Et c'est exactement ce que Adieu Eri illustre. Le film de Yuta, tout comme ce manga, laisse vraiment au spectateur ou au lecteur la liberté d'interpréter et de choisir la vérité qu'il préfère. Le manga joue beaucoup avec les codes du cinéma pour questionner notre perception des souvenirs et de la réalité, et Yuta, à travers ses films, reconstruit sa vie, mais pas forcément telle qu'elle est. Il en choisit les angles, les couleurs, et surtout les vérités qu'il veut montrer. Dans le film de la mère, il efface les paroles dures et les comportements destructeurs que sa mère a pu avoir envers lui pour ne conserver qu'une image idéalisée d'elle, comme on fait souvent dans la vie quand on perd quelqu'un. Mais ces choix, ils parlent pas seulement d'elle, ils révèlent surtout ce que Yuta vivait dans son incapacité à affronter la réalité de sa vie et de tout ce qu'elle était en train de vivre et de son besoin de transformer les souvenirs en quelque chose de plus supportable, limite de beau, quoi. Avec Eri, cette frontière, elle est encore plus floue. Est-ce qu'elle était réelle? Est-ce qu'elle était inventée? Est-ce que c'était une projection qui était née de l'esprit de Yuta? Est-ce qu'elle était immortelle? Est-ce qu'elle était une métaphore de l'immortalité que le cinéma peut offrir? Il y a tellement de possibilités et on n'a tellement pas de réponse. En fait, en fin de compte, Adieu Eri, c'est pas juste une histoire sur la perte de quelqu'un ou sur le cinéma, c'est surtout une réflexion hyper profonde sur la manière dont on utilise les histoires pour donner un sens à nos vies, pour adoucir nos blessures ou pour immortaliser ce qui nous échappe. Comme Yuta, on façonne tous nos souvenirs, on élimine certaines vérités en exagérant d'autres pour créer une version de la réalité qui peut être un petit peu plus supportable pour nous. Et comme dans le manga, la vérité, c'est peut-être pas ce qui a tant d'importance que ça, c'est surtout ce qu'on en fait. Alors si vous voulez mon avis sur Adieu Eri,
Personnellement, je pense que tout le manga n'est qu'un seul et même film de Yuta qui retrace un petit peu son histoire avec la mort de sa mère, la rencontre avec Eri, puis la mort d'Eri. Et je pense que la dernière partie, c'est juste une fiction qui a été inventée par Eri et Yuta pendant qu'elle était encore vivante et que l'homme à la fin, c'est pas Yuta, mais peut-être son père qui joue à sa place. Bref, tout ça pour dire qu'Adieu Eri, c'est une œuvre qui m'a énormément marquée. Et si c'est aussi ton cas, n'hésite pas à soutenir l'auteur en achetant son livre pour te faire aussi ta propre interprétation de l'histoire. Je pense que tu l'as compris, il y en a beaucoup. Quoi qu'il en soit, j'espère que tu as aimé cette analyse. Et si c'est le cas, je t'invite à t'abonner à la chaîne, à liker ou à commenter la vidéo pour plus d'histoires. Bye!